de Lord Macartney qui a été envoyé par le roi d'Angleterre, George III, en Chine en 1792. Donc le livre, c'est celui-là. Là. Et moi, j'ai choisi d'étudier plus particulièrement l'aspect diplomatique, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles ils y sont allés. Parce que bon, les Anglais en Chine au XVIIIe siècle, on peut se poser la question. Et après, comment ils ont été reçus. Parce qu'on verra que le protocole est quelque chose d'assez important pour les Chinois et que les Anglais l'ont un peu mal interprété. Donc, là, c'était pour le joli. Donc là, normalement, voilà, ça c'est la photo du livre. Et les dessins ont été réalisés, les dessins que j'ai pris et que je vais vous montrer, ils ont été réalisés par le dessinateur de l'ambassade qui s'appelle William Alexander. Alors, le roi George III, qui est le roi d'Angleterre à l'époque, qui est né le 4 juin 1738 et qui est mort le 29 janvier 1820, qui a été roi de 1760 à 1820 et donc qui est monté sur le trône assez jeune. C'est lui qui fait face à l'indépendance des États-Unis, enfin de ses anciennes colonies anglaises du coup, aux guerres napoléoniennes. Et il a régné 60 ans, ce qui est un des règnes les plus longs après le règne de la reine Victoria. Donc c'est lui qui décide d'envoyer l'ambassade. Alors il ne décide pas tout seul. Il a été aidé par les commerçants qui étaient implantés à l'époque qui faisaient du commerce avec la Chine. Ensuite, il y a Lord Macartney et George Stoughton, sachant que Lord Macartney, c'est lui qui est chargé, donc qui sera l'ambassadeur. Et George Stoughton, c'est lui qui va qui va écrire le bouquin, ce bouquin-là qui sera publié en 1798. Donc Lord Macartney, c'est lui, voilà, en grand habit et tout, et George Stoughton, c'est lui. Alors Lord Macartney, lui, il est né en 1737 et il est mort en 1806. Il est issu d'une famille d'aristocrates écossais qui sont installés en Irlande. Alors avant d'être ambassadeur en Chine, il a d'abord été envoyé extraordinaire en Russie entre 1764 et 1768 à la cour de Catherine II. Il a réussi à signer des traités. Ensuite, il a été gouverneur des Antilles anglaises, gouverneur de Madras, et le retournant en Angleterre en 1786, après avoir décliné le poste de gouverneur général des Indes. Les Indes qui étaient alors administrées par la Compagnie anglaise des Indes orientales. Donc, il est donc qualifié parce qu'il connaît bien le coin, pour diriger l'ambassade en Chine. Ensuite, George Stoughton, qui est un baronnet, lui aussi irlandais, enfin né en Irlande, et c'est lui qui est secrétaire de l'ambassade et ministre plénipotentiaire. Alors c'est lui qui raconte, il se base sur les notes de Lord Macartney, les notes aussi des autres participants à l'ambassade, et son fils va jouer un rôle important parce que son fils sera le page de l'ambassade. Et c'est lui qui va aider à traduire certains mémoires qui devront être transmis à l'empereur de Chine. Alors, on va passer à la dynastie chinoise en place à l'époque. C'est la dynastie des Qing. Ça, c'est le fondateur de la dynastie Qing, sachant que c'est une dynastie mandchoue, en fait. Ils prennent la suite des Ming parce qu'ils ont conquis la Chine, mais ils viennent de l'extérieur. Donc, 1559, 1726, ce sont ces dates. Alors, la dynastie Qing est une dynastie qui a duré assez longtemps puisqu'ils ont fini en fait l'époque impériale puisqu'ils ont été éradiqués en 1911, je crois, quelque chose comme ça. Alors, au départ, lui, il était chef de tribu en Mandchourie. Après, il a réussi à rassembler plusieurs tribus pour étendre son pouvoir. Et c'est son petit-fils qui a donné le nom Qing à la dynastie qui veut dire pur. Et ils ont conquis, donc les Qing, ils ont conquis Pékin en 1644, mais ils ont mis un petit peu de temps après pour pouvoir réellement asseoir leur pouvoir. L'empereur suivant que je vais vous montrer, c'est lui, c'est Qianlong. Alors c'est l'empereur qui est en place au moment où l'ambassade arrive. C'est une période de stabilité et d'apogée de l'Empire. Alors 1700-1799, ce sont ses dates à lui, et 1735, c'est le début de son règne. Et 1787, c'est la fin.
Donc c'est lui qui est en place. Il a régné 60 ans aussi. Il a décidé d'arrêter en 96 parce qu'il ne voulait pas faire plus que son grand-père qui avait fait 60 ans. Sauf qu'en ce moment, c'est quand même lui qui dirige. Il a nommé quelqu'un d'autre, son petit-fils, mais c'est quand même lui qui garde le pouvoir derrière jusqu'à sa mort. Alors, c'est une période de stabilité, c'est une période d'apogée de l'Empire. À ce moment-là, la Chine est autosuffisante, elle produit tout ce dont elle a besoin et le commerce extérieur marche un peu régulier. Intérieur, plutôt, pardon. Et sous son règne à lui, et depuis 1724, donc avant, il n'y a plus de missionnaires jésuites en Chine. Parce que les missionnaires sont arrivés à un moment, mais à partir de 1724, ils ont été mis dehors. Enfin, ils n'étaient tolérés qu'à Pékin, dans la capitale, parce qu'ils pouvaient rendre des services administratifs. Mais c'était uniquement là qu'ils étaient tolérés. Donc voilà pour le contexte. Ensuite, donc ça, c'est les cartes de l'Empire chinois. Donc ça, c'est là d'où ils viennent, c'est leur pays d'origine, enfin leur région d'origine en Mandchourie. Ça, c'est leur capitale qui a été fondée par le premier empereur, comme vous avez vu, le fondateur de la dynastie, c'est ici. Là, vous avez la Grande Muraille. Là, il y a Pékin. Et donc, en fait, la ville dont on va parler plus tard, elle se situe à peu près là. C'est là où ils passent ses étés l'empereur, et c'est là qu'ils vont aller le rencontrer, en fait. Elle n'est pas sur la carte, mais elle est là. Donc là, ça permet de voir tous les différentes étapes déjà de conquête de l'Empire et l'étendue maximale de l'Empire Mandchou. L'étendue maximale de l'Empire Mandchou. Ce qui est intéressant aussi, c'est ça, c'est les États, donc là, là et là, ce sont tous les États vassaux, parce que ce sont des États qui seront présents au moment des cérémonies, et justement, on va voir après que la Chine considère que tous les gens qui viennent les voir en ambassade sont en fait des États vassaux. Ce qui est assez différent quand même des conceptions des ambassades diplomatiques par les Occidentaux. Donc là, j'ai une deuxième carte, ici, voilà, où on voit un peu mieux la capitale de la Mandchourie. Alors ça permet de voir aussi les limites actuelles de la Chine. C'est ça. Bon, ils avaient déjà fait ici, hein. Et on peut voir aussi ici les ports de Macao et Canton. Macao est déjà au portugais depuis un moment. Et en fait, Canton, c'était le port où les commerçants étrangers étaient cantonnés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient le droit d'être qu'à Canton, mais pour un laps de temps limité. Ils ne pouvaient pas rester plus de 5 mois dans la ville, ils étaient obligés de dégager après de toutes les façons et de se replier à Macao. Donc ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles l'ambassade a été envoyée à Pékin. Ils ne vont pas le dire. Mais c'est une des raisons pour lesquelles l'ambassade a été envoyée, c'est pour justement essayer d'alléger les conditions de commerce avec la Chine. Et on verra aussi que, en fait, au lieu d'arriver ici et de remonter par la terre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont arriver directement là. Ils vont d'abord accoster là et après ils vont accoster ici. Ils vont remonter le fleuve et ils vont arriver à Pékin. C'est quand même plus court. Donc, oui, c'est plus court. Disons que c'est moins pénible que de remonter comme ça. Donc voilà. Ce qui m'amène aux raisons pour lesquelles, à mes deux questions, pourquoi ils sont partis et comment ils ont été reçus. Donc là, on va voir les préparatifs de l'ambassade. Et on va d'abord parler du trajet. Alors, ils sont partis de là. D'Angleterre, ils ont fait le tour, comme ça. Et après, ils sont arrivés donc là-bas. Ils sont partis en 92, ils sont arrivés en 93. Ils ont mis entre 8 et 10 mois, je crois, quelque chose comme ça. Alors, comment plutôt ils se sont préparés? Donc déjà, il a fallu choisir le trajet. Le trajet, ils sont passés par la mer parce que 1792, passer par l'Europe, ça aurait été un peu compliqué. On est en révolution, guerre napoléonienne, mais c'est pas toujours très stable. Donc voilà. Ensuite, il y a d'autres, l'auteur explique qu'il y a d'autres contrées qui ne précisent pas lesquelles, mais qui sont un peu hostiles. Bon. Donc ils se sont dit que comme ils allaient passer avec plein de présents pour l'empereur de Chine, il allait mieux passer par la mer, même si c'était 3 fois plus long. C'était quand même plus sûr. Alors après, on a choisi le personnel qui allait constituer l'ambassade, donc l'ambassadeur pour ses compétences, George Stoughton pour aussi ses compétences. Il y a un médecin à bord. Alors le médecin, ce qui est bien, c'est que le commentaire sur le médecin, l'auteur, il dit « Ah oui, comme ça, en fait, on amène un médecin, ça permettra aussi aux Chinois de voir l'avancée de la médecine en Europe et ça permettra de les impressionner et de les disposer favorablement. » Donc il y a plein de commentaires comme ça qui permettent de voir les préjugés des Anglais
vis-à-vis des Chinois avant même de les avoir rencontrés. Et donc il y a aussi des astronomes, des botanistes, un écrivain de la Compagnie des Indes orientales, un dessinateur, donc William Alexander, et il a fallu chercher des traducteurs, parce que personne dans tout le personnel de l'ambassade qui parle ne parle chinois. Donc les traducteurs, ça a été un peu compliqué, parce qu'en Angleterre, il n'y a personne. Donc ils sont allés, c'est l'auteur lui-même qui est d'abord allé à Rome, parce que justement, ils se sont souvenus qu'il y avait des jésuites qui étaient allés en Chine, qui étaient revenus, donc ils se sont dit qu'ils doivent bien parler chinois. Sauf qu'à Rome, le collège des jésuites a refusé de leur donner, de leur prêter des prêtres pour pouvoir aller avec eux. Donc ils ont dû aller à Naples. Il y a plein de gens placés qui ont dû intervenir. Et au final, il y a 2 prêtres chinois du collège de Naples qui ont été prêtés par leurs responsables pour pouvoir accompagner l'ambassade et servir de traducteurs. Sauf que les Chinois ne parlent pas anglais, mais ils parlent latin. Donc en fait, les traductions vont se faire anglais-latin, latin-chinois et vice-versa. Bon. Donc il va s'en poser quelques problèmes de temps en temps. Alors, après, pourquoi ils y sont allés? Alors, officiellement, il y a plusieurs lettres. Il y a une lettre du directeur de la Compagnie des Indes qui est adressée à l'empereur, une lettre du roi d'Angleterre lui-même qui est adressée aussi à l'empereur de Chine. Et donc, officiellement, par exemple, le directeur de la Compagnie des Indes, lui, il dit qu'il souhaite cultiver l'amitié de Sa Majesté chinoise. Le roi d'Angleterre, lui aussi, il dit qu'il souhaite faire bénéficier les populations de Chine des mêmes bienfaits que les populations d'Europe, comme c'est son devoir de prince, et il estime aussi, enfin, il suppose que c'est aussi le devoir de prince de l'empereur de Chine. Donc, si on regarde au premier abord, les motifs qui justifient l'ambassade sont quand même très altruistes. Bon. Sauf que, en réalité, c'est la Compagnie des Indes qui a demandé à Georges III d'envoyer l'ambassade en Chine, parce qu'elle a le monopole du commerce dans le coin, mais comme je l'ai dit, ils ne peuvent pas rester, donc ils ne sont pas libres de commercer comme ils veulent. Et en plus, ils sont obligés de passer par des intermédiaires quand ils sont à canton, de passer par des intermédiaires, c'est-à-dire que le commerce n'est pas libre. Ils passent obligatoirement par des intermédiaires qui sont nommés par le pouvoir, mais en même temps, tout commerce qui se fait avec ces intermédiaires, puis avec les marchands chinois, est considéré comme un truc privé. C'est-à-dire que si jamais il y a un problème, ils règlent ça entre eux. Donc, en général, les règlements se font à leur désavantage. Donc, c'est ce qu'il demande aussi à l'empereur. Il demande au roi de demander à l'empereur de faire sauter les verrous de façon à ce que ce soit plus facile de faire du commerce en Chine. Et il y a aussi, ils veulent modifier aussi le système de ce qu'ils appellent des factoreries, c'est-à-dire qu'ils ont des quartiers qui leur sont réservés à canton, où personne n'a le droit de rentrer, ils sont complètement séparés de la population. Donc ils ont des quartiers où eux, ils peuvent rester, les Chinois ne peuvent pas rentrer, et eux, ils ne peuvent pas sortir de ces quartiers-là. C'est un peu compliqué. Et comme je l'ai dit, ils ne peuvent pas rester plus de 5 mois. Donc ils demandent en fait, donc la vraie raison pour laquelle on a envoyé l'ambassade, c'est d'essayer de libéraliser le commerce et de faire sauter tous les verrous. Et d'obtenir aussi une délégation permanente de commerçants à Canton, mais aussi de diplomates à Pékin anglais qui resteraient sur place à l'année. Parce que ça, c'est pas possible non plus en l'état des lieux. Donc du coup, une fois qu'ils sont arrivés en Chine, voilà, ils vont rencontrer encore. Sauf que ça va pas si simple que ça. Donc là, c'est un dessin pour illustrer comment ils sont arrivés. Parce qu'ils sont arrivés dans une petite ville à côté de Pékin, donc il y avait ils sont arrivés par le fleuve, et ça, c'est pour montrer les bateaux qui les réceptions. Parce que tout ça, c'est des officiels. Ça, par exemple, j'ai trouvé, là, c'est en mandarin, c'est le haut fonctionnaire. Alors, il y a plusieurs classes de mandarin, les hauts mandarins, les petits. Il n'y a pas, comme il n'y a pas tout bien expliqué, mais on a compris qu'il y a plusieurs rangs dans les mandarins. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont été accueillis en grande pompe. Donc, ils sont arrivés le 5 août 93, et après, sur les côtes, sur l'extérieur des côtes. Et après, ils sont arrivés vraiment à Pékin le 21 août. Donc le trajet à l'intérieur a pris un peu de temps. Donc, je le fais passer. Voilà. Donc on avait le tableau, le précédent, avec à la fois la population et l'accueil en grand pont. Donc ça a beaucoup impressionné les Anglais, l'accueil en grand pont.
Parce qu'ils se sont dit, bon, les Chinois savent recevoir. Okay. Et les mandarins, ils ont joué un rôle important parce que c'est eux qui ont servi d'intermédiaire, en fait, à chaque fois. Tout ce qu'il fallait, alors ils sont venus non seulement pour se renseigner, pour demander à l'ambassade s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, et en même temps, ils ont servi d'intermédiaire aussi avec les hauts dignitaires de Pékin. Et, j'ai oublié, mais c'est pas. Ça, c'est l'exemple d'un mandarin. Ensuite, le palais. Alors ça, c'est le palais qui vont... Parce que quand ils arrivent à côté de Pékin, dans la petite ville qui est à côté de Pékin, on va leur faire le tour du propriétaire en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va les emmener visiter les palais, on va les emmener... Là, par exemple, il y a le jardin, le plan du jardin du palais. Le jardin, ils l'ont visité. Et c'est le jardin, en fait, et le palais où on doit déposer les présents. Parce que l'ambassade emmène des présents, dont certains sont assez compliqués et assez fragiles à monter. On parle d'un système qui reproduit le système solaire, etc. Donc, il y a des présents qui sont assez fragiles à monter. Donc, il a été décidé qu'on devait les laisser au palais ici, de façon à ce qu'ils ne fassent pas la route par la terre pour ne pas les abîmer. Donc, c'est le palais ici. Alors, le seul problème, c'est que quand ils sont arrivés là aussi, ils ont découvert donc que l'empereur n'était pas à Pékin, mais qu'il était de l'autre côté en Mandchourie. Donc, il fallait s'arrêter à Pékin et traverser ensuite par la route. Et ils ont appris aussi que l'ambassadeur devrait faire exécuter une révérence, mais une révérence chinoise. C'est-à-dire qu'il y a un protocole à respecter. Et en fait, la révérence, elle se fait par 9 salutations vers le genou et la tête doit toucher à chaque fois le sol. Et en fait, c'est un signe de soumission. Et le problème, c'est que l'ambassadeur, il apprend ça quand il visite le palais. Donc ça, c'est le palais d'automne. Il apprend ça quand il visite le palais. Oui, je sais que j'ai le chrono sous les yeux. Il apprend ça quand il visite le palais. Et donc, du coup, lui, il n'est pas d'accord parce qu'on ne lui a pas dit avant. Et ensuite, il n'a pas une relation de vassalité avec l'empereur de Chine. Donc, ils repartent ensuite. On ne règle pas la question. Là, le palais, il dépose des objets, les trucs et tout. Il laisse une partie de l'ambassade pour le monter, mais la question du protocole, elle n'est pas réglée. Donc ensuite, ils repartent. Ça, c'est une partie des soldats, ce sont des descentes des soldats qui vont accompagner l'ambassade parce qu'il y a une escorte militaire. Et ensuite, sur le trajet, du coup, ils vont pouvoir voir la grande muraille de Chine. Ça. Donc ils l'ont vu parce qu'il faut traverser la muraille pour pouvoir aller de l'autre côté en Mandchourie. Donc ils l'ont vu. Ils ont vu aussi, ça leur a permis de dessiner des plans. Mais toujours la question du protocole, ils ont une super escorte et tout, mais ils ne savent toujours pas comment ils vont faire. Bon. Les jardins du palais, c'est pareil. On leur fait, en fait, on les occupe. C'est-à-dire, au lieu de régler la question, on les occupe. On leur montre tout plein de choses et on ne règle pas la question. Voilà. Donc ça, Chengde, c'est la ville en Mandchourie où il est. Et ça, c'est au-dessus. Ça, c'est le trajet. Donc ici, il est où Pékin? Ouais, Pékin est là-haut, là, comme ça. Et en fait, ils traversent ce qui fait qu'ils arrivent tout en haut là-bas. Voilà. Ça, c'est un poste militaire, parce qu'il y a des postes militaires tout le long. Donc, et comme les Mandchous là-bas sont des militaires, il y a des postes militaires qui sont postés et qui à chaque fois se mettent en rang en réception militaire en l'honneur de l'ambassade qui passe. Donc on arrive, réception de l'ambassade, voilà. Donc en fait, la réception de l'ambassade se fait dans les jardins de l'empereur. Pas dans le palais, mais dans les jardins. Donc on a installé plusieurs tentes. La tente de l'empereur est là. Et là, c'est tous les dignitaires, tous les princes de la famille impériale et aussi tous les représentants des, comment ça s'appelle, des États vassaux qui sont venus. Donc il y a tout ce monde-là. Donc en fait, il ne va jamais pouvoir rencontrer l'ambassadeur, il ne va jamais pouvoir rencontrer l'empereur tout seul. Et au final, pour le protocole, on a décidé, en accord avec les Chinois, que finalement, il saluerait l'empereur de Chine comme il salue son roi à lui, donc un genou à terre et tout, et donc elle est là, la photo. Voilà. Donc là, c'est lui. Là, c'est la boîte dans laquelle il y avait les lettres du roi de Georges, parce que le roi Georges III donnait des lettres à transmettre à l'empereur. Et donc là, c'est le fils Rotten, en fait, qui a servi aussi. Donc c'était le page de l'ambassadeur, et il a servi, parce que lui, entre-temps, pendant les 10 mois de trajet, il a appris à voir les Chinois avec les deux prêtres, donc il a servi aussi d'interprète et il a pu parler à l'empereur. Donc tout ça pour dire que, en conclusion, eh bien en fait, ils sont repartis juste après
la réception, parce que c'est comme ça dans le protocole. En fait, il y a eu la première réception et 2 jours après, il y a eu l'anniversaire de l'empereur. Donc ils ont été invités aussi, mais à aucun moment ils n'ont pu parler directement à l'empereur, à aucun moment ils n'ont pu lui poser des questions. Et quand ils sont retournés à Pékin, c'est à ce moment-là que le Premier ministre leur a dit, mais en fait, vos demandes, c'est non. Et donc l'ambassadeur, il voulait rester, mais comme il avait reçu tous les présents, les dîners, les machins, enfin, parce qu'à chaque fois on leur ramène des vivres, donc on nourrit en régiment. Donc comme ils avaient reçu tous les présents qui signifient dans le protocole chinois, maintenant vous devez partir, ils se sont dit, bon, on est bien obligés, on part. Donc en définitive, ils sont repartis les mains vides, et donc comme ils étaient un peu mécontents, ça a déclenché indirectement un siècle après la guerre de l'opium, parce que le problème aussi, c'est que l'opium rentrait en contrebande en Chine, les Chinois l'ont interdit. En 1839, ils ont éradiqué tous les stocks d'opium qui étaient à Canton, et Lord, je ne sais pas qui, et Lord Melbourne, qui était Premier ministre en 1839, il a dit on va envoyer des bataillons, et donc ça a fait la guerre de l'opium.